Bienvenue sur le podcast Les apprentis lecteurs du Trône de Fer, le podcast lecture du Trône de Fer ou Song of Ice and Fire, sans spoiler. Aujourd'hui, on se retrouve toujours avec, je l'espère, mon futur camarade au front. Oh non, commence pas avec ça. Je suis là, mais pas pour aller au front. Hein. Moi, à la limite, je veux bien soigner des blessures de guerre derrière, mais vas-y, c'est mort. Vous l'avez peut-être compris, on enregistre cet épisode le jour où on a découvert que la Russie avait attaqué l'Ukraine. Et si vous êtes perspicace, vous savez aussi que c'est un épisode du coup qu'on retourne. Parce que on a eu quelques problèmes sur celui-ci, et ça fait la 3e fois qu'on l'enregistre, donc je vous avoue J'en peux plus. J'en peux plus, mec. J'en peux plus. Il me saoule un peu. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que il y a plus d'épisode qui sort depuis un mois. Parce que voilà, cet épisode nous a saoulé. Il n'y a pas que ça. Il y a pas que ça. Il y a le fait que j'ai déménagé, que on a mis du temps à trouver du temps. Enfin, une logistique. Voilà, exactement. Mais du coup, pour vous rassurer, normalement, c'était la dernière grosse pause qu'on faisait avant la fin du premier tome. Donc, on devrait finir Game of Thrones ce mois-ci. Donc, on se retrouve pour le chapitre 60, donc le 8e chapitre de Jon. Et vas-y, Guillaume, je te laisse faire le résumé. Alors, dans ce chapitre, on va retrouver Jon peu de temps après l'agression du Lord Commandant de la Garde de Nuit par Hottor. Donc Lord Mormont se montre vraiment reconnaissant envers Jon pour lui avoir sauvé la vie et va lui léguer sa précieuse épée en acier valérien, Grand Griffe. On apprendra aussi au passage que Ser Alistair Thorne s'est rendu à Port-Réal avec la main de Jaffer Flowers pour lui prouver l'existence des autres à la cour et ainsi obtenir de l'aide. Et Jon se rendra par la suite à la rouquerie auprès de Maître Aemon, accompagné de Sam. Et Jon est tiraillé entre l'allégeance envers la garde de nuit et l'envie d'aller rejoindre Robb pour qu'il mène son armée vers le sud. Le maître lui apprendra que ce dilemme ne lui est pas inconnu. De son vrai nom Targaryen, il a dû lui-même voir sa famille se faire massacrer pendant que lui continuait à servir à la garde de nuit. Eh bien, merci Guillaume pour ce résumé. Et puis, commençons à débattre pour la 3e fois de ce chapitre. Donc il débute après l'incident des autres dans les appartements de Lord Mormont. Le feu que Jon avait envoyé sur les autres afin de s'en débarrasser avait brûlé la barbe de Jeor Mormont, le commandant de la garde de nuit, ainsi que la main de Jon. Celle-ci lui faisait souffrir le martyre, elle était recouverte de cloques, pustules, et la seule façon que Jon avait trouvée pour se soulager, hormis le lait de pavot que lui administrait le Maître Aemon, était de plonger sa main dans la glace. Donc ça, tu vois, c'est le genre de truc, quand tu fouilles un peu sur Reddit, le site américain de théorie, c'est un peu, ça fait partie par exemple d'un des premiers indices qui est supposément laissé par George R. R. Martin pour dire que Jon serait peut-être un Targaryen, tu vois, vu que il y a quand même une main de glace et de feu, quoi. Bon, après, on peut trouver ça archi abusé. Je trouve ça abusé, frère. Je trouve ça abusé. Mais ça fait partie des petits trucs, des petits easter eggs qui peut-être amèneraient à la révélation. D'ailleurs, Jon avait encore fait un cauchemar qui concernait encore Ned. Il le combattait alors que son père avait les traits d'un autre, avec les yeux bleus et les mains noires. Donc, pas très bon signe, hein, vu que la dernière fois qu'on a vu Ned, il était dans le cachot. Hein, c'était Varys qui était venu le voir pour lui dire de ployer le genou devant Cersei, d'abdiquer même de plus que par son honneur pour ses enfants. Donc le fait que Jon voit Ned Stark sous les traits d'un autre, pas très bon signe. Ouais, c'est jamais bon signe les rêves de Stark. Hein. Les hommes que Jeor Mormont avait envoyés à la recherche d'autres cadavres étaient revenus et n'en avaient pas trouvé. On ne sait toujours pas où sont donc les 4 hommes restants de Benjen Stark sur le groupe des 6 qu'il a emmenés en patrouille, ni Benjen Stark lui-même d'ailleurs. Ça me fume. Vraiment, trouver-lui un remplaçant, c'est pas possible. Genre... Une lettre était aussi arrivée la veille, et Mormont apprend à Jon que Barristan Selmy a été renvoyé de la garde royale pour se faire remplacer par le limier Sandor Clegane.
et qu'on le recherchait à présent comme un traître. Mormont paraît dégoûté du traitement infligé à un si honorable chevalier, et surtout, qu'en des temps si sombres, ce soit un mioche qui règne sur les 7 couronnes. Donc voilà, là, on voit déjà les conséquences des décisions catastrophiques de Cersei, puisqu'on sait très bien que bon, c'est Cersei qui dirige un peu le tout en ce moment, quoi. Ouais, bah clairement, l'autre, je pense qu'il peut faire passer quelques caprices, mais en soi, pour les décisions importantes, c'est Cersei qui prend le dessus. Hmm. En revanche, Mormont ne lui parla pas du tout du contenu de la lettre. En effet, Jon avait appris par Sam, qui est à présent une aide de maître Aemon, que la lettre indiquait aussi que son frère Robb avait convoqué le ban pour partir en guerre dans le sud. Donc, Guillaume, pourquoi tu penses que Mormont, il a pas parlé de cette deuxième information à Jon, du fait que Robb avait rassemblé ses hommes pour partir guerroyer dans le sud? Bah, je pense pour une jeune recrue de la garde de nuit, toute jeune, qui a pas encore servi très longtemps pendant la garde de nuit, qui vient à peine de faire ses vœux, ce serait que le tenter et lui donner envie de se barrer du mur et d'aller rejoindre son frère, son Mm. frère dans le sud, quoi. Donc, Mais qui est tu penses que Mormont, il fait pas encore assez confiance à Jon pour lui partager ce genre d'informations? Il y a ça, et je pense que c'est aussi pour l'épargner de tracas dont il a pas besoin, quoi. Mm. Après, est-ce que c'est une bonne stratégie, sachant que les rumeurs courent vite, même, je pense que même au mur, les rumeurs courent assez vite. Ah, Parce oui. Dans le sens, même si Mormont lui en parle pas maintenant, il va le savoir plus tard. Bah c'est sûr, parce que je pense que parmi tous les membres de la garde de nuit, je pense qu'il y en a quand même qui continuent de recevoir des lettres de proches qu'ils ont laissées, enfin, Ouais, ouais, non, mais oui. ailleurs à Westeros, tu vois. Genre, il y en a qui ont peut-être des nouvelles de leurs frères ou des trucs comme ça, et genre, ce genre d'événement, ça finira par arriver aux oreilles de Jon par un moyen ou un autre. Non, mais John, il le Donc, sait déjà. John, il le sait déjà par ça, mais de toute façon, oui. Ce que tu veux dire, c'est que le fait que Mormont lui ait pas dit, c'est une quête un peu vaine, quoi. oui, je pense que c'est une quête vaine. Après, peut-être qu'il veut lui éviter. Voilà, il veut aussi éviter que Jon vienne le voir pour avoir des nouvelles de chaque manœuvre militaire dont il a entendu parler dans Mm. le sud, quoi. Mm. Sur ce, une grande surprise attendait John. Jorah Mormont, toujours en se préoccupant de la guérison de la mort de John, décide de lui offrir une épée en acier valérien, et pas n'importe laquelle. Il s'agit de l'épée en acier valérien de sa famille, la maison Mormont, qui se transmettait généralement de père en fils. Le feu avait endommagé le pommeau initial de la tête d'ours lors de l'attaque. Géor en avait donc fait forger un nouveau en forme de loup, le loup des Stark. Cette épée se nomme Grand Griffe. Alors, plusieurs choses à dire. Premièrement, on voit que Géor Mormont a totalement rayé son fils Jorah Mormont de sa vie, quoi, à présent. S'il en est enfin, comment dire, à confier, même à léguer l'épée de la famille Mormont à Jon, c'est que pour lui, Jorah n'existe plus. Ouais, ouais. Bah, c'est sûr qu'en tout cas, s'il voulait le léguer à son fils, il a abandonné totalement cette idée Mhm. parce enfin, il s'est déshonoré à ses yeux. Mhm. Et sûrement, peut-être qu'il voit en Jon pour un véritable successeur qui n'est pas lié à lui par les liens du sang, mais en qui, en qui il Une voit sorte sa de... succession et son honneur. Après, moi, je trouve ça un peu abusé dans le sens où, même si tu la donnes pas à ton fils, tu vois, elle peut rester dans la famille, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Parce que, bon, là, il la confie à John, certes, tu peux comprendre qu'il y a peut-être un regard paternel ou quoi, mais c'est une épée familiale, je veux dire, la famille ouais. Bourbon n'est pas décimée, tu vois. Mais après, peut-être qu'il a justement, il considère que maintenant sa vraie famille c'est la garde de nuit, et peut-être qu'il veut en faire une épée qui se transmet pas non pas dans la famille Mormon, mais dans la garde de nuit elle-même. Ouais, non, mais je suis d'accord, mais c'est un acte assez égoïste quand même. Mm. Parce que j'ai l'impression que Gérard Mormon, c'est quand même quelqu'un qui essaye de redonner un peu ses lettres de noblesse à la garde de nuit, tant bien que mal. Ça semble vraiment compliqué. Et que, quelque part, mettre cette épée en acier valérien dans la garde de nuit permettrait un peu de redonner un peu de un peu
de style ou un peu de prestige, quoi. Un peu de prestige. Le prestige. Voilà. Du Un peu. prestige. Oui, non mais... Oui. John commence tout d'abord par objecter, mais Lord de Mormont le coupe tout de suite. Il lui est assez reconnaissant en premier lieu envers John, de lui avoir sauvé la vie, mais il reconnaît aussi l'intelligence de John, et pour ainsi dire, pense que le jeune Snow mérite amplement cette épée pour lui-même. John avait pensé très rapidement au feu pour combattre les autres, chose dont la garde de nuit aurait dû se souvenir, même si la longue nuit datait d'il y a 8000 ans. Il faudrait pour John attendre sa guérison pour s'entraîner, mais cela ne saurait tarder, sous les ordres de Sir Andrew Torse. En effet, c'est lui, à présent le nouveau maître d'armes de Château Noir, provenant de Tour-Ombreuse. Lord de Mormont avait envoyé ce matin pour la capitale Alistair Thorne avec la main de Jaffer Flowers, afin que celui-ci ait une preuve des dangers qui se lui profilent au-delà du mur et que la garde de nuit reçoive plus de soutien et de considération en vue des événements futurs. Cette affectation a aussi pour avantage d'éloigner John de Sir Alistair Thorne après leur altercation de l'autre jour. Et bon, je pense que ça, tu t'en souviens pas du tout, Guillaume, parce que ça fait depuis super longtemps qu'on a enregistré cet épisode. Mais dans leur dernier échange, tu sais, t'as Alistair Thorne qui disait à John, en fait, on découvrait que Ned avait été emprisonné pour félonie. Oui. Et John il disait, ah mais en plus, t'es pas seulement qu'un bâtard, t'es un bâtard fils de félon. Genre, Oui, si, si, je me souviens. Je me souviens. C'est même, c'était pas pendant, c'était même pas pendant un repas ou un truc comme ça. exactement. Et genre John, je crois qu'il avait Ouais. pris un couteau et il avait failli. Il voulait le chlasser en mode drill, genre. Comme des gangs de Londres, genre. Exactement. Le chlasser, genre. Mais du coup, bonne initiative en tout cas du Lord Commandant. On a envoyé Sir Alistair dans la capitale avec ces preuves-là, parce que bon, le mec qui arrive avec une main de cadavre, tu vois, je pense que là on le prend au sérieux. C'est pas comme si tu faisais des doléances dans le vide. Ouais. Ouais, si tu vois une main s'agiter et tout, là, je pense que ça te calme vite. Ouais. En sortant de la tour du roi, nouvelle résidence de Jorah Mormont, maintenant que la tour de la commanderie avait été ravagée par le feu. C'est d'ailleurs là qu'avait dormi Tyrion lors de sa venue à la garde de nuit. John fit ses camarades qui l'attendaient, et ils réclamèrent tous en chœur de voir la fameuse épée qu'eux-mêmes avaient aidé à rénover. John était encore dans un état morose, mais la bonne humeur de ses frères jurés eut raison de lui, et il leur montra la fameuse épée en acier valérien. On apprend alors, par les pensées du John, le sort de l'autre cadavre ramené de la forêt hantée, Jaffer Flowers. Il avait été tué, mais de nombreux hommes durent se farcir l'affaire, et il y eut des victimes, dont Sir Jeremy Riker. Putain, il a eu un chevalier quand même, hein. Oui. Et bon, Sir Jeremy Riker, c'est marrant parce que tout à l'heure, tu as dit qu'il fallait trouver un remplaçant à Benjen Stark, mais justement, c'était Jeremy Riker qui avait ce rôle par intérim depuis sa disparition. Ouais. Putain, il a été intérimaire longtemps, hein. Putain, il est mort intérimaire, miskin. En se rendant dans ses appartements, John croise son ami Samuel Tarly. Pensant d'abord qu'il voulait voir l'épée lui aussi, Sam refusa net. Étant anciennement l'héritier de Randil Tarly, seigneur de Corcolline, son père lui avait fait tenir plusieurs fois l'épée en acier valérien de sa famille, Corvenin, mais, comme beaucoup de choses, Sam en avait eu peur. Elle ira à son frère Deacon, l'héritier de Corcolline à présent, que lui avait fait ses vœux à la garde de nuit. Non, Sam venait informer John que le maître Aemon souhaitait le voir. Et John se mit tout de suite en colère contre son ami, le soupçonnant d'avoir révélé au maître qui lui avait transmis les informations à propos de son frère parti en guerre. À son arrivée dans les appartements de maître Aemon, celui-ci fit attendre John et lui confia comme mission de nourrir les corbeaux. Contrairement aux corbeaux du Lord Commandant Jorah Mormont qui préfèrent les fruits au blé, la majorité des corbeaux préfèrent la viande. Et bon là dans mes notes j'avais juste mis un petit mot pour dire qu'on n'a pas beaucoup parlé, voire pas du tout depuis le début du podcast, du corbeau de Lord Mormont, mais bon, on sent que ça a l'air d'être un corbeau assez particulier quoi. Ouais, c'est le genre de corbeau qui te lâche des infos un peu cruciales, enfin des infos cruciales au moment où tu t'es pas censé t'y attendre. Ouais exactement.
mais tu sais qu'il va en donner, genre il est genre tu te dis: «Vas-y, c'est pas le genre de corbeau que» enfin tu sais, de genre de corbeau que t'écris. Non, non, mais je suis d'accord avec toi, mais tu sais, en fait, je saurais même pas, enfin, par exemple, là, j'ai lu une œuvre récemment, c'est Eragon, où il y avait un corbeau de ce type-là, mais c'est un truc tellement cliché, tu sais, les corbeaux qui répètent des trucs, Oui, des mais tu sais, conneries. même dans les trucs de meurtre en mode, les trucs de meurtre ou en mode, le perroquet où Ouais, il va commencer à donner des parties de dialogue entre, le tueur et sa victime, parce qu'il était là, genre. exactement. Même dans les œuvres de fantasy, je pense que tu sais, les corbeaux qui sont intelligents, tu sais, au départ, tu penses qu'ils disent que des conneries, et puis à un moment donné, ils se retrouvent seuls avec le protagoniste, et il sort un truc genre, Et tu sais ce que ça me rappelle, mec? Ça me rappelle, une affaire dans dans, Ace Attorney, dans Phoenix ah, Wright. oui, avec le petit oiseau blanc, là. Oui, oui, dans, bah, où tu dois même lui faire une contre, Mhm. comment je sais plus, Objection. ouais, une contre-interrogation là, Contre interrogatoire, ouais. Ouais, je vois très bien. contre-interrogatoire. Je crois que Tu vois? dans le premier épisode, ouais, je me rappelle. Même c'est avec le vieux, là, qui s'est Oui, oui, brûlé, oui. il s'est brûlé lui-même les empreintes digitales et tout. Ouais. Exactement. Bon, mais pour l'instant, en tout cas, de tout ce qu'il a dit, il n'y a pas un truc qui est sorti particulièrement, mais on sent que, à la fin de ce tome ou dans les tomes suivants, il va lâcher des trucs, quoi. Le problème avec les corbeaux, c'est que ce sont des oiseaux associés au mauvais présage. Et Aemon, le maître Aemon, apprend d'ailleurs à John que Baylor le Vénérable, ou Baylor le Bienheureux, hein, je crois qu'on l'a appelé des deux noms depuis le début du podcast, avait d'ailleurs essayé de remplacer les corbeaux en tant que messagers par des colombes. Donc, alors c'est pas la première fois du coup qu'on évoque ce Baylor dans le podcast. On peut le trouver notamment dans les appendices où il est référé et plus tard sera référé comme Baylor le bien-aimé ou Baylor le bienheureux. Donc c'est un roi Targaryen. Hein. Et on connaît notamment un monument à Port-Réal, Guillaume, Le septuaire, bien évidemment. le septuaire de Baylor. Et est-ce que tu te rappelles sur quel mont de Port-Réal il est situé? Mmh, je dirais le mont Visenya? Exactement, le mont Visenya. Putain, j'avais une chance sur 3, mais j'ai fait par élimination. Donc on sent que ce Baylor le bienheureux, bon s'il est associé au sceptre de Baylor, c'est que ça devait être un homme pieux, mais on sent qu'il y avait peut-être un petit grain de folie chez lui, tu vois, pour qu'il cherche à remplacer les corbeaux par les colombes comme messagers. Ouais, genre en mode le mec il est déraisonnable quoi. Hmm. Genre toujours dans l'abus. Et là, on arrive à un de mes passages préférés du premier tome, que je vous invite à relire si vous avez un peu de temps ou si vous avez bien aimé l'épisode, parce que je trouve que ce passage est extrêmement bien écrit. Donc le maître Raymond pose une question à John. Pourquoi les hommes de la garde de nuit ne prennent pas de femmes et ne procréent pas? La réponse que lui donne le maître est que moins les hommes aiment, moins les hommes ont de proches, et plus ils seront fidèles à leurs devoirs. Pour exemple, le maître Aemon prend son père Eddard Stark et demande à John ce qu'il choisirait entre l'honneur d'une part et les êtres qu'il chérit d'autre part. John lui répond l'honneur, mais se rappela qu'il l'avait engendré lui, un bâtard, et qu'il n'y avait pas d'honneur à cela. Donc cette question, c'est bien parce que ça fait écho justement au dernier chapitre de Ned et donc au dilemme que lui a posé Varys, c'est-à-dire que ok que Ned c'est un homme d'honneur, d'accord, il veut pas du tout ployer le genou devant Cersei, mais qu'est-ce qu'il fait du fait que sa fille Sansa et peut-être que sa fille Arya soient emprisonnées et vont souffrir sous le joug du roi Geoffrey. Et on sent que c'est à ce moment-là que Ned il a commencé à hésiter dans le dernier chapitre. Ouais. Et c'est vrai que pour John, ça fait toujours un coup au moral parce que en fait, à chaque fois, t'as l'impression qu'il se dit non mais Ned, voilà quoi, c'est le héros, le protagoniste, l'homme d'honneur par excellence. Et puis toujours, il y a la petite voix derrière qui lui dit mais toi t'as qu'un bâtard, toi t'as été engendré dans le secret hors mariage et voilà quoi. Et surtout, on dirait que, tu vois, Ned, on dirait qu'il est parfait sur tous les points. Et John, il se considère comme la seule erreur de Ned, quoi. Comme le seul défaut de Ned. Ouais. Dur ça. Ouais. S'ensuit alors un discours écrit
incroyablement bien, sur le fait que les hommes de la garde de nuit ont de tout temps été confrontés à des choix, que leurs serments furent souvent éprouvés, mais qu'ils restèrent à leur poste conformément à leurs vœux. Et je crois je crois que c'est Maître Aemon à un moment qui lâche un lâche peut être aussi brave que quiconque en l'absence de tout danger. Mais bon, c'est justement avec le danger qu'on découvre qui est courageux et qui est lâche. Et justement, c'est au tour des sermons de Jon d'être éprouvé. Le maître Aemon le savait, et Jon, toujours égocentré et n'ayant pas compris le discours du maître, se mit en colère, prétextant que personne ne pouvait savoir ce qu'il ressentait, ce à quoi maître Aemon lui répondit que si, justement, chacun comprenait, tout comme lui. Ses vœux furent éprouvés 3 fois. Une fois dans sa jeunesse, une autre fois à l'âge adulte, et une dernière fois dans sa vieillesse. Et celle-ci fut la plus dure. Quand on lui apporta comme nouvelle la ruine de sa maison et la mort de sa famille. On peut confirmer alors que le maître Aemon est en fait un Targaryen, parce que bon, on l'avait déjà prédit, du fait que il s'appelle Aemon et que voilà, il y a la même radicalité. C'est une tradition dans l'ordre des maîtres de la citadelle, lorsqu'on prononce ses vœux, on répudie son nom de famille. Et d'ailleurs, on apprend aussi son lignage. C'est donc le frère du grand-père d'Aerys II, dit Aerys le Fou. Alors là, il va falloir que vous soyez un peu concentrés. Bah, je commence à connaître un peu vu que j'ai un peu taffé le sujet et en plus c'est la 3e fois qu'on enregistre ce putain d'épisode. Je commence à avoir l'histoire en tête. Mais oui, bon. Mais c'est vrai que si là vous êtes en voiture ou que vous faites un jogging et que vous nous suivez... surtout si vous êtes en voiture et que vous voulez pas faire un AVC, ouais. Vraiment. Là, franchement, je vous conseille de mettre pause au podcast, de vous poser genre 3 minutes juste pour comprendre la généalogie et bien l'avoir en tête. Alors, de toute façon, rien ne vaut un arbre généalogique, les frères. Hein. Ouais. Alors, on sait que le dernier roi Targaryen était Aerys II, dit Aerys le Fou. Le père de Aerys II était Jaehaerys II, lui aussi un roi Targaryen. Et le père de ce Jaehaerys II était Aegon V, dit Aegon l'invraisemblable, et donc le maître Aemon de la garde de nuit est le frère de ce Aegon l'invraisemblable qui succéda à leur père à sa place en tant que roi. Ok. Je sais pas si vous avez tout bien compris, mais j'essaie d'être le plus clair possible. Donc Aegon V, c'était le grand-père d'Aerys II, le roi fou. Aegon V était le grand-père d'Aerys II, exactement. Et donc Maître Aemon est le grand-oncle du roi fou. Oui, c'est ça. Voilà, okay, et du coup, Aegon V, donc Aegon l'invraisemblable, a succédé à leur père, qui était Maekar Ier, à la place du maître Aemon. Donc sûrement, probablement, que le maître Aemon avait déjà prononcé ses vœux au moment de la mort de leur père Maekar Ier, et donc c'est pour ça que Aegon V a succédé à leur père à la place du maître Aemon. Et bon, on a déjà parlé du roi Maekar Ier. Est-ce que tu te rappelles pourquoi, Guillaume ? Moi, je me souviens de l'été du roi Maekar Ier, qui avait été décrit par Grand Maître Pycelle. Exactement. Donc, encore une fois, on a déjà parlé, mais voilà, c'est un indice sur le fait que le Maître Pycelle, il est vraiment, vraiment vieux, quoi. S'il a vécu à l'époque de Maekar Ier. Donc, ouais, c'est chaud. C'est chaud. Il y a beaucoup de générations, là. Et donc, le nom d'Aemon lui aurait été donné par son grand-père en l'honneur de ce fameux Aemon Chevalier Dragon dont on a déjà parlé dans le podcast. Donc, on a dit que le père de Maître Aemon était Maekar Ier et le père de ce Maekar Ier était Daeron II, celui qui a permis le rattachement de Dorne à la couronne par le mariage. Sauf que, dans le chapitre, il est dit textuellement que le nom d'Aemon lui a été donné par son grand-père, donc Daeron II, en l'honneur de l'oncle ou du père de Daeron II, selon ce qu'on voulait croire. Et si on regarde les appendices, on comprend pourquoi. Parce qu'on ne sait pas, dans les appendices, qui est le père de Daeron II. En fait, c'est marqué que Daeron II est le fils de la reine Nerys,
et Dagon ou Daemon, selon ce qu'on voulait croire. Donc du coup, alors, on a dit le fils de la reine Nerys est Dagon ou Daemon. Dans ce Aegon ou Aemon, Aemon, ça serait le fameux chevalier dragon et membre de la garde royale, et Aegon serait le roi Aegon IV, dit Aegon l'Indigne. Et on a déjà appris dans ce tome que ces deux-là étaient frères. Aemon chevalier dragon étant le frère cadet d'Aegon IV, dit Aegon l'Indigne. Donc voilà, j'essaie d'être le plus clair possible, mais c'est vrai que c'est assez compliqué, surtout si vous n'avez pas lu le chapitre ou vous savez pas trop de quoi on parle, au niveau du contexte, c'est vrai que c'est assez compliqué, mais c'est vraiment pour mettre en perspective la généalogie du Maestre Aemon par rapport à la famille Targaryen qu'on connaît de par les appendices et des quelques bribes qui ont été lâchées depuis le début du tome, quoi. Mais je pense que si vous vous intéressez au Trône de Fer, ou si vous continuez, si vous allez poursuivre votre lecture, vous en entendrez parler encore. Ouais. Ce sera pas la première fois que vous en entendrez parler de cette histoire. D'incertitude sur la généalogie et du coup de qui, putain, mais même moi ça devient dur, de Daemon 2. Exactement. Le chapitre se termine lorsque le maître Aemon demande à Jon de choisir et d'assumer ce choix en comptant les conseils et avertissements que vient de lui donner le maître. Et bien voilà, on a terminé pour ce chapitre. On espère, du fond du cœur qu'il n'y aura pas de problème dessus pour pas le faire une 4e fois, mais je pense qu'on et voilà, normalement là on est bien, il y aura plus de pause, je pense, jusqu'à la fin du tome 1 et même le début du tome 2, parce que je sais pas si vous vous en rappelez, mais on vous a dit qu'avec Guillaume, la dernière fois, on a arrêté d'enregistrer avec quoi, Guillaume, septembre, quelque chose comme ça. Ouais, quasiment depuis que j'ai déménagé, quoi. Ouais. Donc quand on a terminé d'enregistrer, on devait être dans les premiers chapitres du tome 2. Donc là, on va sortir les chapitres très rapidement, jusqu'à ce qu'on arrive, à Clash of Kings. Donc merci de nous avoir attendus, merci de répondre avec notre podcast, et puis on vous dit à la prochaine. À la prochaine.